Goëlo, jeune breton, ramène de sa pêche une bien étrange sirène, Judith de Saint-Mélène. Leur rencontre est explosive. Gilles, amoureux, interroge sa nourrice Rosaine, qui lui apprend que Judith est noble mais pauvre. Gilles est bâtard, et sa mère, pour laver cette faute, veut faire de lui un curé de campagne. Gilles, peu enchanté par cet avenir, tente alors de partir pour l'Amérique, en compagnie de son ami Jean-Pierre Querelle. À l'auberge du Pilier Rouge, il rencontre un homme louche, le Nantais, qui leur promet de les faire embarquer. Mais Manon, la servante, séduite par Gilles, le prévient des risques qu'il encourt. Gilles abandonne son projet. Il se rend alors chez l'abbé de Talouette, son parrain, qui lui apprend le secret de sa naissance. Il est Gilles de Tournemine de la Hunaudet, dernier descendant du Gerfaut qui terrorisa les populations au Moyen-Âge. Il ose alors avouer à sa mère qu'il ne sera jamais prêtre, mais soldat, comme son père. Horrifiée, elle le chasse et le maudit. Il retourne alors chez son parrain, qui lui demande de l'accompagner pour administrer les derniers sacrements au baron de Saint-Mélène, père de Judith. Comment se fait-il que le médecin ne soit pas auprès de lui? Vous ne l'avez pas envoyé chercher? Si fait, monsieur le recteur. Il est venu tout à l'heure. Il a dit qu'en ce qui le concernait, c'était trop tard. L'avait-il appelé au moins? Votre père est pauvre, mais fier. Puisqu'il ne peut pas payer de médecin, il l'a sûrement pas demandé. C'est absurde, le docteur Guyevic l'aurait soigné pour rien. C'était bien la meilleure raison pour qu'il ne fasse pas venir. Et vous deux, vous ne pouviez pas lui venir en aide? Mais nous deux, on vit comme des misérables aux frênes après Hermel, monsieur le recteur. On va pas faire le voyage à Hennebont tous les jours, vous comprenez? Là, ça se trouve qu'on est venu aujourd'hui et qu'on le voit dans cet état-là, mais la dernière fois, il se portait comme un charme. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Oh mon Dieu, vos mains sont glacées. Mon père, c'est votre fille Judith. Parlez-moi, parlez-moi. Il ne vous entend pas, mademoiselle. Mais il n'est pas mort. Là, c'est l'affaire de peu d'instants. Confiez-vous en Dieu et priez pour lui, mademoiselle. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je suis venue l'autre dimanche. Il était en pleine santé. Et ce soir, vous envoyez Maria me dire qu'il est à l'agonie. C'est arrivé brusquement. Si vous étiez sorti de votre couvent chaque jour pour lui rendre visite comme vous l'auriez dû, vous n'auriez pas de reproche à nous faire. Mais il n'y avait personne pour veiller sur lui. Il avait interdit à Kédu, à Maria, de faire connaître son état. Il a mieux aimé mourir que demander le secours de personne. Et personne ne s'est inquiété de savoir ce qu'il devenait. S'il avait été riche, la ville entière se serait pressée à sa porte. Chacun vous égare, mon enfant. Moi-même, je me suis étonné de ne pas le voir à la messe de l'Assomption. On m'a répondu qu'il était chez ses fils à Plouhermel. Parce qu'il ne voulait pas d'une visite de charité. C'était de l'amitié qu'il lui fallait. Et on la lui a refusée. Vous êtes tous sans cœur et sans pitié, je vous déteste. Ce n'est pas à vous de nous faire la leçon. Et prenez garde qu'il va falloir nous rendre compte de vos actions à présent. Monsieur, oubliez-vous la circonstance qui nous réunit dans cette maison. Je dois administrer le dernier sacrement à votre père maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Mademoiselle, Votre place n'est pas dans cette maison. Allez-vous-en. monsieur le recteur m'a demandé de l'assister. C'est lui le maître, je n'obéis qu'à lui. Monsieur le recteur, dites à ce garçon de partir. Sa présence m'est insupportable.
Gilles. Peristam sanctam unctionem. Indulgat tibi domini, quid quid. Reliquisti. Amen. Per Dominum nostrum, Jesum Christum, filium tum quid tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Maria va faire la toilette de votre père, mademoiselle. Vous devriez aller prendre un peu de repos. Non, toi, tu vas rester ici, avec les vieux pour le veiller. Moi, je vais aller faire un somme à l'auberge. Vous m'accompagnerez? Vous vous reposerez là-bas. On reviendra au jour levé. Non, je veux rester ici, je veux veiller mon père. Il vous faut dormir, mademoiselle. Sinon, vous n'aurez plus aucune force pour assister à l'enterrement de votre père. Alors je rentre au couvent. Et le couvent, c'est terminé, ma sœur. Une fois notre père dans la tombe, vous reviendrez avec nous à Puermel. Et par la suite, nous aviserons. Je veux rentrer au couvent. Conduisez-moi là-bas, monsieur le C'est recteur. moi le chef de la famille à présent, et vous me devez l'obéissance. Un peu moins de bruit, monsieur. Et un peu plus de respect pour celui que vous venez de quitter. Je vais vous raccompagner au couvent, mademoiselle de Saint-Mélène. Venez. Passez. Si cette gaffe croit nous échapper, elle se trompe. Et le recteur aussi. Je vous remercie, monsieur l'abbé. Si vous pouviez... Quoi, mon enfant? C'est au sujet de mes frères. Je ne veux à aucun prix retourner à Plouermel avec eux. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, mon père. Bonsoir, ma sœur. Venez, mon enfant. Que regardes-tu? Moi, mais la porte, monsieur. Ah, tu vas pas rester planté là toute la journée? Allez, viens, rentrons. Bonne nuit, mon garçon. Bonne nuit, monsieur. Monsieur, Oui. j'ai bien réfléchi à tout ce qui m'est arrivé ces jours derniers. Et je crois savoir ce que je vais faire à présent, avec votre permission. Que vas-tu faire? Je vais aller combattre les Anglais en Amérique avec le général Washington et les insurgents. J'ai entendu dire tantôt que M. de Rochambeau rassemblait des troupes à Brest et une flotte pour les embarquer. Je vais partir avec lui. Et une fois là-bas, je me mettrai à la recherche de mon père. Tu tiens donc tant à retrouver ton père? Ben oui. Ce désir vous semble... Tout à fait légitime. Je doute que le hasard y réponde favorablement. Dieu m'aidera. Bon, je l'espère. Mais je prierai pour qu'il t'exauce. Gilles, le sang bouillant des tournemines coule dans tes veines. C'est un gage de vaillance et de passion. Mais la passion a de certains traits que tu dois redouter. Lesquels, monsieur? Tu as le cœur assez bien fait pour les apercevoir. Et quand tu les auras distingués, il te restera à faire le choix devant lequel Dieu place tout homme en ce monde. Entre le bien et le mal. Nice dream, my boy. Ah. Demain, nous fixerons le jour et l'heure de l'enterrement du baron de Saint-Mélène. Tu te rendras au couvent pour prévenir mademoiselle de Saint-Mélène.
voulez-vous, jeune homme? Je suis porteur d'une lettre confidentielle de monsieur le recteur, ma sœur. Eh bien, donnez-la moi. C'est une lettre confidentielle, ma sœur. Très bien, entrez. Pourquoi ne voulez-vous pas me donner cette lettre, s'il vous plaît? Parce que monsieur le recteur m'a commandé de la remettre en main propre à mademoiselle de Saint-Mélène, ma sœur. N'y voyez aucun mal. Je n'y vois aucun mal, vous m'avez l'air d'un garçon assez sérieux. Mais enfin, nos pensionnaires ne doivent recevoir de visite que de leurs parents, et au jour prévu pour cela. Les circonstances sont particulières. Songez au deuil qui vient frapper mademoiselle de Saint-Mélène. C'est vrai. Pauvre petite, elle a un chagrin fou. Et songez qu'en fait de famille, il ne lui reste plus que ses frères, vous les connaissez? Seulement de réputation, et je ne tiens pas à les connaître davantage. Vous avez raison. Cependant, s'ils se présentaient, vous seriez bien obligé de les laisser rencontrer mademoiselle de Saint-Mélène, puisqu'ils sont ses plus proches parents. Hélas, c'est la vérité. Mais où voulez-vous en venir, jeune homme? À ceci qu'il est moins dangereux pour mademoiselle de Saint-Mélène de me rencontrer moi que de rencontrer ses frères. Tout filleul de monsieur le recteur que vous soyez, vous êtes un drôle de jeune homme. Je vais chercher mademoiselle de Saint-Mélène, mais il ne faudra pas vous éterniser ici, n'est-ce pas? Je remplis ma mission, ma sœur, et je disparais. Rien qu'un instant, jeune homme. J'ai votre parole? Quoi? C'est encore vous, monsieur? Qui a donc décidé qu'il me faudrait vous voir tous les jours à présent? Je vous apporte une lettre de monsieur le recteur, mademoiselle. Mais ne pouviez-vous la donner à Sœur Sulpice au lieu de me déranger? Nous sommes en plein cours de versification latine, figurez-vous. Ah, vous aussi. Moi-même, je l'ai beaucoup étudié au collège, j'ai réussi assez bien. À moi très mal. Ah, je ne trouve rien de plus assommant que ces imitations de Virgile, d'Horace ou d'Ovide qu'on nous oblige à composer. Quand j'ai besoin de m'exprimer, c'est en bon français et non en mauvais latin. En versification française aussi, je me débrouille bien. Monsieur, je n'ai envie de vous entendre plus longtemps ni en français ni en latin. La lettre, s'il vous plaît. L'enterrement de mon pauvre père aura lieu après-demain, à 7 heures. Une petite messe et le service des pauvres. C'est tout ce qu'on peut accorder à un miséreux, n'est-ce pas? Même s'il porte à des plus grands noms de Bretagne. Bien entendu, je vous défends de paraître à la cérémonie. Mais mademoiselle, si monsieur le recteur me demande... Mais débrouillez-vous pour trouver une excuse. Si vous paraissez, votre présence gênera mon recueillement. Je ne le veux pas. Je ne vois pas en quoi ma présence gênerait votre recueillement. Monsieur, vous composez peut-être de bons vers en français et en latin, mais pour le reste, vous ne comprendrez jamais rien. Adieu. Avez-vous bien rempli votre mission? Ma mission? Oui, oui, ma sœur. On pourrait se le demander à voir votre mine. Ou bien y avait-il dans cette lettre l'occasion d'une contrariété? Non, non, ma sœur, pas dans la lettre. Mais mademoiselle de Saint-Mélène est une personne bien originale. Ma foi, c'est vrai. Le monde est ainsi peuplé, des êtres ordinaires et des originaux. Le bon Dieu en a créé pour tous les goûts. Vous, comme je vous vois, n'êtes-vous pas attiré par l'originalité? Ma foi. Eh bien, je vous souhaite beaucoup d'amusement et bien du courage.
Judith. Mon Dieu, monsieur, qu'est-il donc arrivé? Elle n'est pas morte, au moins? Non, non, ma sœur, rassurez-vous. Ce sont ses maudits frères qui la poursuivaient. Elle est tombée à mes pieds. Et ces misérables? En état de nuire, provisoirement. Vous seul contre ces deux monstres? Des monstres, des foliquets. Vous n'aurez pas quelque chose pour amener mademoiselle de Saint-Mélène à la vie? Je cours à l'infirmerie. Ne la quittez pas, surtout. Non. Pour rien au monde. Quoi? C'est encore vous? Décidément, vous êtes toujours là au moment où il faut. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes venue à moi, mademoiselle. Et c'est votre frère aîné qui est allé à l'eau. Vraiment? Qu'il y reste. Et Morvan aussi. Ils voulaient vous emmener de force chez eux? Ils m'ont fait sortir du couvent en me racontant que le notaire voulait nous voir tous les trois pour ouvrir le testament de notre pauvre père. Je suis montée sans méfiance dans la voiture. Et c'est seulement quand j'ai compris qu'il m'a menée à Plouhermel que j'ai sauté de la voiture et que je me suis sauvée. J'ai couru jusqu'à la rivière. Et j'ai eu la chance de vous rencontrer. Vous admettez donc que c'était une chance? Oui, je l'admets. Pour aujourd'hui. Et mes frères? Hors de combat, tous les deux. Vous êtes donc un combattant bien redoutable. Quel dommage pour un futur curé de campagne. Je ne serai jamais curé de campagne. L'abbé de Talouette m'envoie à Brest où je m'embarquerai pour l'Amérique. Oh, l'Amérique! Mon Dieu, quelle chance vous avez. Les femmes n'ont droit qu'à la vie de ménage. Quand ce n'est pas le couvent comme moi. Vous n'allez pas y rester toute votre vie? C'est moins terrible que d'être soumise à la volonté de ses frères. Si Dieu le permet, je viendrai vous arracher à vos frères et à votre couvent, quand je rentrerai d'Amérique. Et pourquoi le ferez-vous, s'il vous plaît? Parce que je suis prêt à donner ma vie pour vous. Parce que je vous aime. Mon Dieu, oui, je t'aime. Je t'attendrai. Oui, Gilles, je t'attendrai. Mais attention, dans 3 ans, je dois prendre le voile et prononcer mes vœux solennels. Il faut donc qu'avant 3 ans, tu sois de retour. Voilà prêt? Je ne veux pas perdre de temps. La route de Brest est longue. Pour l'instant, tu ne vas pas à Brest. Viens t'asseoir. Comment? Tu t'imagines tout savoir pour faire un soldat exemplaire? Mais que me ment-il, monsieur? Tu es un tournemine. Ne l'oublie pas. Tu dois servir le roi de ton mieux. En devenant officier. Et pour ça, il te faut apprendre. Tiens. Vous voulez m'envoyer à l'école? À l'école, oui. À l'école de Jérôme Briand.
ancien écuyer de mon père. Il t'attend sur notre domaine du Leslie à Ponscorf. Ce sera ton étape aujourd'hui. Voilà pour toi. Tu y resteras 3 semaines. Quoi, si longtemps? Pour apprendre à tenir un pistolet et à tirer à l'épée, c'est un peu court, jeune homme. Plus encore pour devenir un cavalier passable. À ce propos, sur ta route, tu me feras le plaisir de rendre le cheval que tu as emprunté pour t'enfuir de Vannes. Je vous le promets. Pour le reste, si tu es le digne fils de ton père, ce que je crois, tu dois réussir dans ton entreprise. J'en suis certain. La confiance en soi est une belle vertu, Gilles. Et un grand défaut. Essaye de choisir la vertu. Je veux ta parole qu'une fois à Ponscorf, tu n'essaieras pas de revenir à Hennebon. Pourquoi reviendrais-je? Pour prendre des nouvelles de tes victimes. Tout le village parle du pro-chevalier qui a poché les 2 yeux d'un des frères de Judith de Saint-Mélène et envoyé l'autre le cul dans la rivière avant de ramener la demoiselle à son couvent. Il voulait l'emmener de force à Plouermel. Ah, si je ne critique pas ton action. Connaissant les 2 gaillards, j'admire ta science du pugilat. Tu es bien à tournemine. Mais je veux ta parole qu'une fois à Ponscorf, tu n'essaieras pas de revenir à Hennebon. Je vous la donne. Je ne reviendrai qu'en uniforme d'officier. Mais je vous en prie, veillez sur elle. Je verrai ce que je peux faire. Pour le reste, c'est Dieu qui choisira. Puis-je demander votre bénédiction? Seigneur, apporte la constance dans la foi et la fidélité à ton Fils. Qu'il les garde à jamais au plus fort de l'épreuve et de la tentation. Benedicat omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Gilles, tu vas les combattre au-delà des mers. Ne deviens jamais un homme de meurtre et de rapine. Si tu veux garder en toi l'exemple du Gerfaut, ton ancêtre, oublie l'homme impitoyable qu'il fut, pour ne te souvenir que du combattant, du chevalier du Christ, qu'il fut auprès de Saint-Louis. Je vous jure de m'en souvenir. Relève-toi. Embrasse-moi. Fais une bonne route, mon fils. Merci. Adieu. Adieu. Droite. Ajustez bien vos rênes. Les mains basses. Descendez bien la jambe. Ne bougez pas vos bras. Laissez les coudes au corps. Regardez loin devant vous. Agissez avec les jambes. Allons. Descendez le talon. Descendez le talon. Redressez-vous. Ventre sein gris. En avant. Allez, marchez au galop. Écoute. Laissez les bras près du corps. Regardez loin. Loin devant vous. Reprenez votre cheval. Allons, allons. Allez, on scène. Allez, la troisième. Allez, en avant. Attends, laissez faire. Attends. Attaque. Et en marchant. Allez, pointe. Pointe. Et figure, figure. Et attention, hop là. Placez-vous face à la cible. Ouais. 1, 2, 3, feu. Acte.
un peu plus basse. Attention, pour arrêter. Arrêtez. Bravo. Vous êtes en progrès. Encore un peu d'effort. Merci, monsieur. Prêt? Feu! Bravo. Adieu, Gilles. Bon voyage. Et que Dieu te protège. N'oublie pas, ne tire jamais ton épée sans raison. Et surtout, ne la remets pas sans gloire. Je promets de m'en souvenir, monsieur. Adieu. Prends bien soin de mon cheval, hein. Mais, dites-moi, Noël, mais c'est Merlin? Ah, sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Examinons cette affaire. Monsieur le comte, monsieur le vicomte. Ah, maître Briand, quel est le dernier voyageur arrivé aujourd'hui chez vous? Ma foi, je crois que c'est ce monsieur que voici. Il m'est recommandé par mon cousin Germain pour une chambre, imaginez-vous, à Brest aujourd'hui. Je viens de voir dans la cour un fort beau cheval. On me dit qu'il est à Brest. C'est vrai, monsieur. Je vous dis tout de suite que s'il vous intéresse, il n'est pas à vendre. Quel aplomb. On m'a volé ce cheval, il y a un mois environ, à la porte de l'hôtel du Grand Monarque à Vannes, où j'étais en train de déjeuner. Depuis, je cherche mon voleur. Peut-être pouvez-vous m'enseigner? Sans doute, c'est moi. Ah. Ben voilà au moins ce qui s'appelle de la franchise. Permettez, monsieur, mais il ne s'agit pas d'un vol, mais d'un emprunt auquel j'ai été contraint par une impérieuse nécessité. Il me fallait fuir de Vannes au plus vite. Devant la maréchaussée? Oui et non. Devant la perspective surtout de devenir curé de campagne. Puisque j'ai la chance de retrouver le propriétaire de cette bête admirable, acceptez que je vous la rende avec toutes mes excuses et de bonne grâce. Et vous estimez sans doute que vos explications et vos excuses vont me suffire? Si ce n'est pas le cas, je suis à votre disposition. Et qu'il est méchant en plus. Hein? Ainsi, non content de voler les gens, vous aimez aussi à les tuer. Je viens de vous dire qu'il ne s'agissait pas d'un vol. Pour le reste, vous avez une épée, il me semble. Tout doux, jeune homme, on ne se bat pas contre n'importe qui. Quel est votre nom? Je m'appelle Gilles Goëlo. Êtes-vous au moins un gentilhomme? Pas au sens où vous l'entendez, sans doute. Car figurez-vous que je suis bâtard. Je porte le nom de ma mère. Quant à mon père, il se nomme Pierre de Tournemine et il se bat actuellement en Amérique aux côtés des insurgents. Mais en voilà assez. Battons-nous. Ou bien reprenez votre cheval et laissez-moi finir mon déjeuner en paix.
bien battons-nous. À vos ordres, monsieur. Laissez-moi simplement vous faire observer que moi, je ne connais pas vos noms. Je suis le comte de Fersen, officier suédois, colonel au régiment royal de Pont et de camp du général de Rochambeau. Je suis le vicomte de Noailles, officier français, aide de camp du général de Rochambeau également. Très honoré. C'est la première fois que vous vous battez en duel, jeune homme? La première fois de ma vie. Peut-être insinuez-vous que je suis maladroit? Non, très adroit au contraire. Peut-être un peu novice tout au plus, mais les dons sont évidents. Quand vous voulez. Mes compliments, monsieur. Messieurs, le général, pour l'amour du ciel, l'épée au fourreau. Compliments, messieurs, compliments. Si mes aides de camp donnent un pareil exemple, que doit-il en être du reste de la troupe? Mon général, il ne s'agit pas d'un duel. En vérité, il ne s'agit pas d'un duel. Je trouve ici deux hommes ferraillant gaillardement. C'est une partie basique, alors. Non, mon général. Monsieur de Fersen était juste en train de m'administrer une leçon. J'arrive de Vannes pour saluer Madame Ducodic, à laquelle je suis recommandé. J'ai rencontré ses officiers et à qui j'ai fait part de mon désir de m'embarquer en Amérique et de combattre sous vos ordres. Ils ne m'ont pas cru capable de tenir une épée. Je leur ai proposé de leur montrer ce que je savais faire. Ils ont accepté. Et Monsieur de Fersen m'a administré la preuve que je suis novice, en effet. Mais non, mon ami, vous vous en tirez fort bien. absolument. Bien. Mais s'il en est ainsi, je vais vous laisser à vos amusements. Vous n'avez pas vu l'amiral de Ternay? On m'a dit qu'il déjeunait au Pilier Rouge. Non, mon général, ou bien il n'est pas encore arrivé. Tant pis pour moi. Vous ne verrez pas Madame de Ducodic à Brest. Elle est partie avant-hier pour son château de Douarnenez. Jusqu'au revoir. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Allez, buvez. Cela éclaircira vos pensées. Ainsi, le comte de Rochambeau vous a donc appris une si mauvaise nouvelle? Désastreuse. Tous mes projets sont par terre. Je n'ai pas l'honneur de connaître cette Madame de Coédic, sinon de réputation. Que devait-elle donc faire de si important pour vous? Me recommander auprès de l'amiral de Ternay, qui m'aurait sans doute trouvé un embarquement pour l'Amérique. À présent, tout est perdu. Je ne retrouverai jamais mon père. À moins qu'on ne m'accepte dans un de vos régiments. N'y comptez pas. Les effectifs sont au complet. On refuse du monde. Il y a pourtant des sergents recruteurs plein la ville. Évidemment, mais on recrute surtout les laissés pour compte pour les régiments stationnés en Bretagne. Pour l'Amérique, les troupes sont déjà trop nombreuses. L'amiral ne sait même pas où il va trouver ses bateaux. On va laisser au moins 5 ou 6 000 hommes à terre. Oh, tous mes projets sont par terre aussi. Comptez sur la chance. Hein? Elle sourit aux jeunes gens qui n'ont pas froid aux yeux. Et vous? Vous n'avez pas l'air d'avoir froid aux yeux. Nous sommes de service. Nous allons quitter.
N'oubliez pas votre cheval, monsieur le comte. Non, j'y pensais, rassurez-vous. Ah oui, je voulais vous dire, s'il vous venait à l'idée de me l'emprunter une nouvelle fois, ce serait pour moi un plaisir. Ayez simplement la bonté de me prévenir. Vous venez, Mireille? Je vous rejoins. Alors, que comptez-vous faire? M'engager dans le 1er régiment venu. Et gagner mes galons en France plutôt qu'en Amérique. Je ne retrouverai jamais mon père. Si vous m'en croyez, vous ne prendrez pas de décision avant demain midi. Et pourquoi, s'il vous plaît? Faites-moi cette promesse. Je ne vous ai pas donné signe de vie demain avant midi. Alors je vous laisse libre d'agir comme il vous plaira. Je donne ma parole et ma gratitude quoi qu'il arrive. Alors, monsieur Goëlo, est-ce que vous avez pris votre décision? Monsieur le vicomte m'a dit d'attendre jusqu'à midi. J'attends. Ensuite? Ensuite? Je m'engagerai dans le régiment Carrère. On m'a dit qu'il y avait encore de la place. Méfiez-vous de ce que racontent ces charlatans de recruteurs. J'en connais un qui recherche les beaux garçons de votre âge, soi-disant pour les faire embarquer sur les vaisseaux du roi. En réalité, pour les vendre à un Espagnol qui les revend comme esclaves au barbaresque. Le Nantais? Vous avez déjà eu affaire à lui? Dieu veuille que je me retrouve un jour nez à nez avec lui, je lui arrache les yeux et les tripes. Il n'y allait pas de main morte. Si je le retrouve, je lui coupe la gorge. Ah, je doute fort que cela vous arrive. J'ai entendu dire qu'il avait fini par se faire prendre et qu'il ramait sur les galères de Louis XVI. Esclave, en somme. À chacun son tour. Il se l'a ébraillé à une justice. Je crois que je suis bon pour le sergent recruteur, moi aussi. Eh bien quoi, mon ami? Il n'est pas encore midi, monsieur le vicomte. Vous êtes attendu à l'hôtel du comte de Rochambeau. Veuillez me suivre immédiatement. Bonne chance, monsieur Goëlo. La troupe d'Iroquois qui se faisait le plus redouter vers Chambly et Montréal avait pour chef un sauvage des plus célèbres. Point. Il aurait pu, virgule, à lui seul, virgule, fournir en cheveux le perruquier de Paris le mieux achalandé. Point. Ouais. Après les aventures du chevalier de Beauchesne, voyons si vous entendez la langue de Shakespeare. When I do count the clock that tells the time, and see the brave day sunk in hideous night, when I behold the violet past prime, and several curls all silvered over with white. Vous avez lu Shakespeare? Monsieur Goëlo, le général désire vous voir sur le champ. Dépêchez-vous. Mon général, monsieur Goëlo. Vous vous exprimez convenablement?
Vous semblez cultivé. Votre écriture est assez belle. Vous comprenez bien l'anglais. Il semble donc que vous soyez apte à devenir mon secrétaire. Votre secrétaire, mon général? J'en avais un, excellent. Des raisons de famille l'ont obligé à me quitter avant-hier. Le vicomte de Noailles a bien voulu parler de vous, voilà. Avez-vous une famille? Ma mère vient de se retirer dans un couvent. Quant à mon père, il est parti pour l'Amérique il y a de nombreuses années. Ah. C'est donc pour le rejoindre que vous voulez embarquer avec nous? Les chances de le retrouver sont bien minces, mais... oui. C'est une de mes raisons, mon général. Ceci n'est pas pour moi. S'adresser à Madame Ducouédic, je vous ai dit qu'elle s'était retirée à Douarnenez. La lettre est de mon parrain, l'abbé de Talouette. Elle doit me présenter en détail. Et puisque je ne verrai pas Madame Ducouédic, je pense que vous pouvez aussi bien lire ce qu'elle contient. Je suis prêt à répondre franchement à toutes vos questions, mon général. Ainsi donc, vous êtes du sang des Tournemines. Mais vous ne portez pas leur nom. Et fidèle à la réputation de vos ancêtres, vous vous êtes enfui du collège pour devenir soldat. Si vous venez avec moi en Amérique, mon garçon, ne vous faites aucune illusion. Tous les hommes que j'emmène là-bas devront se battre. Même mon secrétaire. Surtout votre secrétaire, mon général. Attention! J'exige une obéissance de tous les instants. Je ne veux ni foucade, ni lubie, ni coup de tête, ni coup de sang. J'emmène pas avec moi une tête brûlée, nommée Tournemine. J'emmène un garçon courageux, raisonnable et discipliné, nommé Goëlo. Ceci est une condition absolue à votre engagement. Je m'y soumettrai, mon général. Vous avez ma parole. Alors, tout est bien. Je travaille habituellement à bord du Duc de Bourgogne. C'est là que vous viendrez me rejoindre, à 2 heures. Je vous le dis tout de suite, vous aurez un travail harassant et peu de temps pour dormir. Nous réunissons à Brest une flotte, une armée et tout ce qui est nécessaire pour mener une campagne. Là-bas, en Amérique, ils n'ont rien pour nous. Ni armes, ni munitions, ni chemises, ni chaussures, ni argent. Nous trouverons tout juste des vivres et des chevaux. Ils ont des chevaux en Amérique? Oui, oui. Les Américains ne sont pas tous des sauvages, vous savez. J'ai pris la décision de n'embarquer aucun de nos chevaux. Ce qui me vaut l'inimitié de tous les officiers de cavalerie et les remontrances de mon ministre. Mais je sais où je vais. Et quoique n'étant pas breton, je suis têtu, moi aussi. Voilà, tout est dit. 2 heures, Duc de Bourgogne. À vos ordres, mon général. Voilà, jeune homme, quelle précipitation. Pardon, monsieur le vicomte, je ne vous avais pas vu. Où courez-vous comme cela, comme un tartare à Fontenoy? Un tartare ne sera jamais secrétaire particulier du comte de Rochambeau. Et c'est donc fait. Grâce à vous. Monsieur le vicomte, ma gratitude vous est acquise jusqu'à mon dernier souffle. Non, c'est beaucoup trop. Mon mérite est bien mince. Je n'ai fait simplement qu'avancer votre nom. Si le général vous prend, c'est qu'il vous juge capable de tenir le poste. Et vous savez, il est très exigeant. Tant mieux, je lui prouverai qu'il ne s'est pas trompé. Monsieur le vicomte, pourquoi m'avez-vous aidé? Nous avons lié connaissance parce que j'avais volé le cheval de monsieur de Fersen. J'aurais dû vous inspirer de l'aversion plutôt que de l'intérêt. Mon cher ami, je me flatte de savoir lire sur un visage. Et le vôtre n'est pas celui d'un voleur de chevaux, mais d'un homme de qualité. Moi, un homme de qualité? Je suis prêt à parier sur vous, Gilles Goëlo. Mon ami, on me dit que vous avez débuté avec éclat auprès du comte de Rochambeau. 3 ans sont vite passés, je vous attends. Ici, je fais de grands progrès en versification latine. Je travaille comme un laboureur. Je m'applique. Et je sens que je deviens une jeune fille du monde. Monsieur le recteur, votre parrain me protège. Vous allez partir pour l'Amérique, comme je vous envie. Mais j'aurais bien du chagrin si vous n'en reveniez pas.
faites boudon, la flotte apparaît. On vous attend, partons. Allez, venez. Les vents sont enfin favorables. L'Amérique, colonel, l'Amérique, l'Amérique. Allez, dépêchez-vous. Quand donc perdrez-vous cette habitude de laisser votre porte ouverte? N'importe qui peut entrer. N'importe qui, c'est toujours quelqu'un qui a besoin de moi. Et il est plus facile de pousser une porte que d'y frapper. N'est-ce pas ce que vous avez fait? Que puis-je pour vous? Dire si j'ai toujours une place dans votre affection ou si j'ai tellement changé. Gilles, mon petit, c'est bien toi. C'est vraiment moi, monsieur. Mais l'Amérique, cela vous change un homme. Un homme? C'est vrai que t'es devenu un homme à présent. Viens t'asseoir et raconte. Alors, tu arrives d'Amérique? En droite ligne. J'ai débarqué à Brest ce matin et me voilà. Je dois retrouver monsieur le comte de Rochambeau à Paris. J'étais son secrétaire quand nous avons embarqué pour Newport. Mais j'ai surtout appris la guerre avec le général Washington. Tu vas me raconter tout ça en soupant. Tu dois être mort de faim. Mort de faim. Oui, là-bas, j'ai connu la faim, la misère, le danger, la trahison, la guerre fratricide. Allez, viens souper.
jeune breton, ramène de sa pêche une bien étrange sirène, Judith de Saint-Mélène. Leur rencontre est explosive. Gilles, amoureux, interroge sa nourrice Rosaine, qui lui apprend que Judith est noble mais pauvre. Gilles est bâtard, et sa mère, pour laver cette faute, veut faire de lui un curé de campagne. Gilles, peu enchanté par cet avenir, tente alors de partir pour l'Amérique, en compagnie de son ami Jean-Pierre Querelle. À l'auberge du Pilier Rouge, il rencontre un homme louche, le Nantais, qui leur promet de les faire embarquer. Mais Manon, la servante, séduite par Gilles, le prévient des risques qu'il encourt. Gilles abandonne son projet. Il se rend alors chez l'abbé de Talouette, son parrain, qui lui apprend le secret de sa naissance. Il est Gilles de Tournemine de la Hunaudet, dernier descendant du Gerfaut qui terrorisa les populations au Moyen-Âge. Il ose alors avouer à sa mère qu'il ne sera jamais prêtre, mais soldat, comme son père. Horrifiée, elle le chasse et le maudit. Il retourne alors chez son parrain, qui lui demande de l'accompagner pour administrer les derniers sacrements au baron de Saint-Mélène, père de Judith. Comment se fait-il que le médecin ne soit pas auprès de lui? Vous ne l'avez pas envoyé chercher? Si fait, monsieur le recteur. Il est venu tout à l'heure. Il a dit qu'en ce qui le concernait, c'était trop tard. L'avait-il appelé au moins? Votre père est pauvre, mais fier. Puisqu'il ne peut pas payer de médecin, il l'a sûrement pas demandé. C'est absurde, le docteur Guivic l'aurait soigné pour rien. C'était bien la meilleure raison pour qu'il ne fasse pas venir. Et vous deux, vous ne pouviez pas lui venir en aide? Mais nous deux, on vit comme des misérables aux Fresnes après Hermel, monsieur le recteur. On va pas faire le voyage à Hennebont tous les jours, vous comprenez? Là, ça se trouve qu'on est venu aujourd'hui et qu'on le voit dans cet état-là, mais la dernière fois, il se portait comme un charme. Que voulez-vous, jeune homme? Je suis porteur d'une lettre confidentielle de monsieur le recteur, ma sœur. Eh bien, donnez-la moi. C'est une lettre confidentielle, ma sœur. Très bien, entrez. Pourquoi ne voulez-vous pas me donner cette lettre, s'il vous plaît? Parce que monsieur le recteur m'a commandé de la remettre en main propre à mademoiselle de Saint-Mélène, ma sœur. N'y voyez aucun mal. Je n'y vois aucun mal, vous m'avez l'air d'un garçon assez sérieux. Mais enfin, nos pensionnaires ne doivent recevoir de visite que de leurs parents, et au jour prévu pour cela. Les circonstances sont particulières. Songez au deuil qui vient frapper mademoiselle de Saint-Mélène. C'est vrai. Pauvre petite, elle a un chagrin fou. Et songez qu'en fait, famille, il ne lui reste plus que ses frères, vous les connaissez? Seulement de réputation, et je ne tiens pas à les connaître davantage. Vous avez raison. Cependant, s'ils se présentaient, vous seriez bien obligé de les laisser rencontrer mademoiselle de Saint-Mélène, puisqu'ils sont ses plus proches parents. Hélas, c'est la vérité. Mais où voulez-vous en venir, jeune homme? À ceci qu'il est moins dangereux pour mademoiselle de Saint-Mélène de me rencontrer moi que de rencontrer ses frères. Tout filleul de monsieur le recteur que vous soyez, vous êtes un drôle de jeune homme. Je vais chercher mademoiselle de Saint-Mélène, mais il ne faudra pas vous éterniser ici, n'est-ce pas? Je remplis ma mission, ma sœur, et je disparais. Rien qu'un instant, jeune homme. J'ai votre parole? Quoi? C'est encore vous, monsieur? Qui a donc décidé qu'il me faudrait vous voir tous les jours à présent? Je vous apporte une lettre de monsieur le recteur, mademoiselle. Mais ne pouviez-vous la donner à Sœur Sulpice au lieu de me déranger? Nous sommes en plein cours de versification latine, figurez-vous. Ah, vous aussi.
Moi-même, je l'ai beaucoup étudié au collège, j'ai réussi assez bien. À moi très mal. Ah, je ne trouve rien de plus assommant que ces imitations de Virgile, d'Horace ou d'Ovide qu'on nous oblige à composer. Quand j'ai besoin de m'exprimer, c'est en bon français et non en mauvais latin. En versification française aussi, je me débrouille bien. Monsieur, je n'ai envie de vous entendre plus longtemps ni en français ni en latin. La lettre, s'il vous plaît. L'enterrement de mon pauvre père aura lieu après-demain, à 7 heures. Une petite messe et le service des pauvres. C'est tout ce qu'on peut accorder à un miséreux, n'est-ce pas? Même s'il porte à des plus grands noms de Bretagne. Bien entendu, je vous défends de paraître à la cérémonie. Mais mademoiselle, si monsieur le recteur me demande... Mais débrouillez-vous pour trouver une excuse. Si vous paraissez, votre présence gênera mon recueillement. Je ne le veux pas. Je ne vois pas en quoi ma présence gênerait votre recueillement. Monsieur, vous composez peut-être de bons vers en français et en latin, mais pour le reste, vous ne comprendrez jamais rien. Adieu. Avez-vous bien rempli votre mission? Ma mission? Oui, ma sœur. On pourrait se le demander à voir votre mine. Ou bien y avait-il dans cette lettre l'occasion d'une contrariété? Non, ma sœur, pas dans la lettre. Mais mademoiselle de Saint-Mélène est une personne bien originale. Ma foi, c'est vrai. Le monde est ainsi peuplé, des êtres ordinaires et des originaux. Le bon Dieu en a créé pour tous les goûts. Vous, comme je vous vois, n'êtes-vous pas attiré par l'originalité? Ma foi. Eh bien, je vous souhaite beaucoup d'amusement et bien du courage.
Mon Dieu, monsieur, qu'est-il donc arrivé? Elle n'est pas morte, au moins? Pour assister à l'enterrement de votre père. Alors je rentre au couvent. Mais le couvent, c'est terminé, ma sœur. Une fois notre père dans la tombe, vous reviendrez avec nous à Ploermel. Et par la suite, nous aviserons. Je veux rentrer au couvent. Conduisez-moi là-bas, monsieur. C'est moi le chef de la famille à présent, et vous me devez l'obéissance. Un peu moins de bruit, monsieur. Et un peu plus de respect pour celui que vous venez de quitter. Je vais vous raccompagner au couvent, mademoiselle de Saint-Mélène. Venez. Passez. Si cette gaffe croit nous échapper, elle se trompe. Et le recteur aussi. Je vous remercie, monsieur l'abbé. Si vous pouviez... Quoi, mon enfant? C'est au sujet de mes frères. Je ne veux à aucun prix retourner à Ploermel avec eux. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, mon père. Bonsoir, ma sœur. Venez, mon enfant. Que regardes-tu? Moi, mais la porte, monsieur. Ah, tu vas pas rester planté là toute la journée? Allez, viens, rentrons. Bonne nuit, mon garçon. Bonne nuit, monsieur. Monsieur. Oui. J'ai bien réfléchi à tout ce qui m'est arrivé ces jours derniers. Et je crois savoir ce que je vais faire à présent, avec votre permission. Que vas-tu faire? Je vais aller combattre les Anglais en Amérique avec le général Washington et les insurgents. J'ai entendu dire tantôt que M. de Rochambeau rassemblait des troupes à Brest et une flotte pour les embarquer. Je vais partir avec lui. Et une fois là-bas, je me mettrai à la recherche de mon père. Tu tiens donc tant à retrouver ton père? Ben oui. Ce désir vous semble... Tout à fait légitime. Je doute que le hasard y réponde favorablement. Dieu m'aidera. Bon, je l'espère. Mais je prierai pour qu'il t'exauce. Gilles, le sang bouillant des tournemines coule dans tes veines. C'est un gage de vaillance et de passion. Mais la passion a de certains traits que tu dois redouter. Lesquels, monsieur? Tu as le cœur assez bien fait pour les apercevoir. Et quand tu les auras distingués, il te restera à faire le choix devant lequel Dieu place tout homme en ce monde. Entre le bien et le mal. Nice dream, my boy. Ah. Demain, nous fixerons le jour et l'heure de l'enterrement du baron de Saint-Mélène. Tu te rendras au couvent pour prévenir mademoiselle de Saint-Mélène. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Oh mon Dieu, vos mains sont glacées. Mon père, c'est votre fille Judith. Parlez-moi, parlez-moi. Il ne vous entend pas, mademoiselle. Mais il n'est pas mort. Là, c'est l'affaire de peu d'instants. Confiez-vous en Dieu et priez pour lui, mademoiselle. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je suis venue l'autre dimanche. Il était en pleine santé. Et ce soir, vous envoyez Maria me dire qu'il est à l'agonie. C'est arrivé brusquement. Si vous étiez sorti de votre couvent chaque jour pour lui rendre visite comme vous l'auriez dû, vous n'auriez pas de reproche à nous faire.
Mais il n'y avait personne pour veiller sur lui. Il avait interdit à Kidu, à Maria, de faire connaître son état. Il a mieux aimé mourir que de mendier le secours de personne. Et personne ne s'est inquiété de savoir ce qu'il devenait. S'il avait été riche, la ville entière se serait pressée à sa porte. Chacun vous égare, mon enfant. Moi-même, je me suis étonné de ne pas le voir à la messe de l'Assomption. On m'a répondu qu'il était chez ses fils à Plouermel. Parce qu'il ne voulait pas d'une visite de charité. C'était de l'amitié qu'il lui fallait. Et on la lui a refusée. Vous êtes tous sans cœur et sans pitié, je vous déteste. Ce n'est pas à vous de nous faire la leçon. Et prenez garde qu'il va falloir nous rendre compte de vos actions à présent. Monsieur, oubliez-vous la circonstance qui nous réunit dans cette maison. Je dois administrer le dernier sacrement à votre père maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Mais mademoiselle, Votre place n'est pas dans cette maison. Allez-vous-en. monsieur le recteur m'a demandé de l'assister. C'est lui le maître, je n'obéis qu'à lui. Monsieur le recteur, dites à ce garçon de partir. Sa présence m'est insupportable. Va m'attendre en bas, Gilles. Per istam sanctam unctionem, indulgat tibi domini quid quid, reliquisti. Amen. Per Dominum nostrum, Jesum Christum, filium tum quid tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Maria va faire la toilette de votre père, mademoiselle. Vous devriez aller prendre un peu de repos. Donc toi, tu vas rester ici, avec les vieux pour le veiller. Moi, je vais aller faire un somme à l'auberge. Vous m'accompagnerez? Vous vous reposerez là-bas. On reviendra au jour levé. Non, je veux rester ici, je veux veiller mon père. Il vous faut dormir, mademoiselle. Sinon, vous n'aurez plus aucune force